La bougeotte, donc je suis obligé de me lever. Donc Gaël, un des porte-parole du NPA révolutionnaire, comme ça a été dit par Elie, effectivement licencié par mon entreprise après une bonne quinzaine de procédures, 10 ans de procédures, une longue grève en fait de 15 mois avec plus de 20% des collègues dans les Hauts-de-Seine qui en grève illimitée, on a réussi à imposer le fait de pouvoir continuer à intervenir dans l'entreprise malgré le fait que je ne sois plus membre de cette entreprise, et toujours en recours pour ma réintégration, cette fois-ci auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc pour le plus grand plaisir de mon employeur, on participe encore à l'action collective auprès des collègues au quotidien, comme en fait ça doit être la question essentielle, centrale pour des militants révolutionnaires. C'est-à-dire que ce qui vous a été décrit à la fois par Bérangère et Elie, c'est exigeant. Je veux dire, on met tout de suite les pieds dans le plat. C'est pas voter pour nous et on va régler les problèmes. C'est dire aujourd'hui le problème essentiel, c'est celui que la classe ouvrière, le monde du travail, la jeunesse, fondamentalement, ne prennent pas ses affaires en main, n'aient pas suffisamment confiance dans ses forces pour tout bousculer. Et en réalité, tous les changements fondamentaux pour le monde du travail et la jeunesse ont été obtenus au travers de nos luttes, de nos grèves. Encore il y a quelques minutes, avant qu'on débute la réunion publique, le meeting, les journalistes nous demandent « mais c'est quoi la mesure? Quelle mesure? Laquelle ?» Bon, on dit la première des mesures, c'est que les travailleurs et les travailleuses qui font tout tourner décident de tout. Et cette question-là, pour l'imposer, ce n'est pas possible sans la mobilisation des travailleurs et des travailleuses. Mais comme l'a dit Elie, on ne veut pas laisser un seul terrain dans lequel ce discours n'ait pas sa place. Parce que c'est le discours de vérité. Autour de nous, au boulot, dans nos familles, y compris des militants avec lesquels on bagarre au quotidien, sur le logement, pour nos salaires, pour l'égalité des droits, nous disent non mais c'est vraiment bien ce que vous faites, hein, les révolutionnaires, c'est pas mal, hein, un peu condescendant. Mais bon, je vais aller voter pour la gauche. Ou les plus chouettes pour Mélenchon. Bon, ça c'est en fonction du point de vue des uns et des autres. Mais en réalité, ce qui est raisonnable, ce qui est raisonné, ce qui est quelque chose de sensé, mais c'est de voir l'ennemi qu'on a en face et de l'affronter véritablement. Je veux dire, la politique du moindre mal, la politique du dénominateur commun. Pas besoin de revenir à 36, pas besoin de revenir à 81. On pourrait revenir un peu tard, mais en 95, on a eu un gouvernement de gauche plurielle, avec ses ministres communistes. On avait même Mélenchon qui était ministre délégué de l'enseignement professionnel, à l'époque sous les ordres du ministre de l'Éducation, Jack Lang. Bon, c'est pas les journaux révolutionnaires de l'époque qui le titraient, c'est Plantu dans le Monde. Juppé en rêvait, Jospin l'a fait. Et un beau dessin avec Lionel Jospin au milieu d'un parterre de patrons en disant merci pour ces privatisations. Juppé, c'était le Premier ministre de droite qui a été giclé de fait, de manière indirecte, mais au travers des mobilisations de novembre-décembre 95. La question des mobilisations est une question centrale. Et oui, on a raison de dire aujourd'hui que c'est sur cela qu'on a envie de mettre l'accent. Et de le dire avec force, le dire aussi auprès de nos camarades, qu'ils soient de la gauche unie, de l'après, de demain, de la France Insoumise, de l'ensemble des organisations, dans lesquelles d'ailleurs on voit toute une série de difficultés, y compris à maintenir cette unité. Alors, comment on porte en fait ce discours? Pourquoi on dit c'est vital, c'est capital? Renforcer les révolutionnaires dans une période dans laquelle il y a une accélération de la lutte des classes, dans laquelle la bourgeoisie, les capitalistes sont à l'offensive, est une question centrale. Pas parce que ça veut dire on va être au chaud entre nous,
mais parce que justement, comme un outil pour l'unité d'action dans les luttes, comme un outil pour le rapport de force, renforcer les révolutionnaires, ça a un effet immédiat. Avoir des conseillers municipaux, avoir des députés révolutionnaires, évidemment que ça aurait un effet immédiat, pas pour dire les problèmes sont réglés, mais pour dire il y a nécessité aujourd'hui de mettre au centre la question du rapport de force, la question de la révolution. Il y a le numéro 50 de notre journal qui vient de sortir. Vraiment, achetez-le, pas juste parce que ça permet une contribution financière, même si c'est vrai, pour l'organisation, mais parce que c'est des armes au quotidien. Il y a un article tout petit, mais qui résume bien, plus j'aime bien le titre, même sans être au gouvernement, le PS attaque les travailleurs. C'est vrai que c'est des champions, ces gars-là, quand même. Ils sont pas au gouvernement, ils arrivent quand même à faire passer un budget qui est un budget d'attaque frontale vis-à-vis de la classe ouvrière. Tu l'as dit, ils nous vendent le repas Crous 1 €. Mais en même temps, Elie l'a expliqué, Parcoursup, sélection, y compris quand des jeunes se battent pour l'inscription contre la sélection, comme nos camarades à Nanterre, à l'université de Nanterre, on envoie la police, on envoie les flics pour les déloger. On nous parle de 500 accompagnants d'élèves en situation de handicap, tu l'as dit, à ESH. Mais de l'autre côté, c'est 4000 suppressions d'emplois au niveau de l'éducation nationale. Enfin, je veux dire, ces gens sont nés avant la honte. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en 2024, en juillet, avec le nouveau Front Populaire, on nous disait c'est magnifique. Et que, y compris là, il y a déjà des discussions sur le deuxième tour pour faire des listes communes après, ou des fusions dites techniques, avec, y compris des listes où participe le Parti Socialiste. Ça, mais nous, la politique du moindre mal. La politique du moindre mal, elle fait augmenter les désillusions, elle augmente la force et le poids de l'extrême droite. Après 95, gouvernement de gauche plurielle, c'est en 2002, la première fois où l'extrême droite, elle est au deuxième tour. Cette question où on utilise à chaque fois la question de l'extrême droite pour en réalité mener la politique du moindre mal d'union de la gauche, c'est celle qui prévaut dans l'État espagnol avec Sanchez et qui aujourd'hui est en train de faire dans toutes les élections régionales, faire grossir Vox. L'affrontement avec l'extrême droite, elle se fait en combattant les politiques antisociales, les politiques racistes, les politiques réactionnaires. Et depuis 40 ans, quels que soient les gouvernements, ce sont ces politiques-là qui ont été menées, de gauche comme de droite. C'est ça qu'il faut stopper. Et stopper ça, enfin rappelez-vous, pour les plus vieux d'entre nous, en 95, ce gouvernement Jospin, il parlait des emplois jeunes, privatisation. C'était Guesso, ministre communiste, qui privatise au début les transports, au niveau du fret. Enfin, franchement, on remet à nouveau une pièce. Alors on le dit, on ne crie pas à la trahison, on ne crie pas à la question de dire ses camarades sont des traîtres. On a des camarades de lutte, on a des amis, et pas que à la base de ces organisations. Mais on leur dit chiche, vous voulez mettre au centre le rapport de force? Vous voulez mettre au centre l'unité d'action? Faisons-le autour de la construction d'un mouvement d'ensemble. Qu'on a eu le 10 septembre, et ce spectre un peu qui a recouvert un peu toute la période estivale, qui venait des réseaux sociaux, tout bloqué, mais que d'hésitation pour mettre en centre la question de la grève générale et de sa généralisation. Que d'hésitation de mettre au centre la question de la nécessité de prendre nos affaires en main. Le gouvernement et la bourgeoisie étaient obligés de jeter en pâture Bayrou pour calmer les affaires. Donc il y a en fait des possibilités, mais ce n'est pas la priorité de la gauche institutionnelle. Alors nous on le dit avec force, et c'est pour ça que moi je suis particulièrement content de voir et le nombre de personnes ici présentes dans ce meeting, mais aussi le fait qu'on ait réussi à monter des listes municipales. C'est le premier meeting un peu d'une série des listes ouvrières et révolutionnaires, avec un discours qui est clair, exigeant, mais qui dit la vérité. C'est possible de changer les choses. C'est possible de changer le rapport de force.
Mais c'est impossible sans la mobilisation des travailleurs et des travailleuses, sans l'utilisation des armes qui sont les nôtres. La grève, les mobilisations, les manifestations, les occupations. Sans ces outils-là, en réalité, rien ne sera possible pour notre classe. Alors, la politique du moindre mal, on a envie de la combattre de front. On n'a pas juste envie d'éléments de témoignage. Cette politique du moindre mal, c'est celle qui nous a amené au niveau du nouveau Front populaire en 2024 à nous dire au deuxième tour, faut voter pour un Darmanin ou pour une Borne, après avoir fait des mois et des mois de grève sur la question des retraites. Stop, stop, et hurler maintenant au PS lorsqu'il était mort et qu'il a été ressuscité, stop. Soyons un peu sérieux entre nous. Et cette discussion-là, on veut évidemment la porter de manière très large sur le plan des luttes et sur le renforcement. Il y a urgence. Enfin, on parle de la situation nationale, mais regardons la situation internationale. Enfin, là, c'est sans phare. C'est l'impérialisme sans phare. Depuis le 3 janvier, alors on avait déjà vu que le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour Netanyahou, je veux dire, tu voles des pommes, tu as plus de chances d'être en prison que de commettre un génocide tel qu'il est commis aujourd'hui vis-à-vis du peuple palestinien. Et la paix, soi-disant louée par tous les représentants impérialistes occidentaux en Palestine, est une paix des cimetières qui est en train de se mettre en place aujourd'hui en Palestine. Alors la question qui est effectivement centrale face à cette situation internationale, quel est le cap franchi? Le cap franchi, c'est qu'aujourd'hui l'impérialisme dominant, eh bien, il assume pleinement le fait de dire toutes ces institutions internationales, eh bien, c'est aujourd'hui la loi du plus fort. Ça l'était déjà, C'était déjà une caverne de brigands qui servait, de fait, à se répartir le gâteau entre puissances impérialistes. Mais aujourd'hui, elle est assumée, et y compris avec un discours ouvert au sein même de l'alliance de l'OTAN, avec cette histoire du Groenland et cette volonté d'annexion. Alors, c'est pas pour nous, il y a des peuples qui ont été colonisés au Groenland, mais on voit bien le cap franchi de la part de l'impérialisme US aujourd'hui dans les rapports tels qu'ils sont menés. Et cette logique-là, elle apparaît au grand jour. Mais face à ça, si on n'a pas une boussole de classe, parce qu'il dit, je veux dire, Venezuela, le peuple vénézuélien, il s'en bat les steaks, mais il s'en cache même pas que c'est pour le pétrole. Le peuple iranien qui a mené une lutte exemplaire, héroïque, courageuse, mais qui s'est fait totalement massacrer par l'État, aujourd'hui, plus personne, et encore moins l'impérialisme US, ne parle du peuple iranien. Les peuples, ils s'en foutent. C'est leur guerre toujours, nos morts. Leur profit, nos morts. Et c'est cette logique-là, impérialiste, qui se développe. Face à ça, il faut une logique d'indépendance de classe chevillée au corps. On voit bien que toutes les logiques un peu nationalistes, de gauche qu'on a eues en Amérique latine, avec le socialisme du XXIe siècle, Chavez au Venezuela, ou Correa, ou Evo Morales, mais en réalité aujourd'hui c'est quoi? Eh bien si tu t'attaques pas à la racine du mal, c'est-à-dire au capital, aux entreprises, aux capitalistes, à leur pouvoir de direction, à la propriété privée, mais en réalité, tu t'allies à l'impérialisme. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se faire au Venezuela, c'est une transition d'un État avec l'impérialisme dominant. Et c'est la logique que prend, et la leçon qu'a pris aussi l'impérialisme US depuis la période de Bush, de celle de ne pas avoir une intervention directe, armée, militaire, mais de faire la transition avec ces États-là. Alors est-ce qu'on peut dire, juste on est dans une situation où tout s'effondre? Où on est complètement, comment dirais-je, enseveli? En réalité, le fait que ces masques tombent donne aussi des révoltes, des résistances. Une nouvelle génération. T'en as parlé au niveau de la jeunesse, mais y compris dans le cœur de la bête. Aujourd'hui, ce qui se passe à Minneapolis, dans l'état du Minnesota, face à la police d'immigration, à l'ICE, avec une population qui s'affronte au cœur même de l'impérialisme dominant. Cette question-là de la mobilisation des premiers concernés, des travailleurs et des travailleuses, est un obstacle qu'on ne pourra pas lober. Et une question centrale qu'on doit mener.
Et oui, notre conviction, c'est de dire dans le cadre de cette campagne, de le porter dans le cadre des élections municipales en commun. Ça veut dire collectivement par la liste, mais par tous ceux et toutes celles qui mènent cette campagne. De porter le fait de dire on peut transformer, on peut changer cette société, on peut construire un monde débarrassé de toute forme d'exploitation et d'oppression. Mais pour ça, ça veut dire évidemment avoir une forme de coordination entre nous. Alors, face à ça, comment on défend et on débat des discussions entre nous? Est-ce qu'on peut imaginer un capitalisme à visage humain? Bon. Ouais, je veux dire, ce terme-là me semble totalement... Comment tu peux? Tu vois, c'est un peu ce qui était dans la mobilisation de l'écologie radicale, de dire il n'y a pas d'écologie sans lutte de classe. Et il n'y a pas d'écologie sans anticapitalisme. Sinon, c'est du jardinage. Mais alors, l'anticapitalisme, en maintenant une forme de propriété privée ou le patronat, ça, c'est quelque chose, j'aimerais vraiment qu'on m'explique. Oui, on est opposé à un ordre social dans lequel la majorité de la population soit obligée de vendre sa force de travail pour une petite minorité de parasites. Nous sommes opposés à cette organisation sociale aujourd'hui qui s'appelle le capitalisme. Et oui, nous défendons une perspective qui s'appelle le communisme, débarrassé de toute forme d'exploitation et de toute forme d'oppression. Et c'est ce discours-là qui nous fait être en divergence avec les camarades de la France insoumise, qui restent dans le cadre du système. Mais on le redit, chiche à 2000% pour discuter plan de bataille, unité d'action, construction d'un mouvement d'ensemble, grève générale. Dit, pas de problème, mais vous ne nous ferez pas vendre l'idée que le capitalisme peut cohabiter avec les jours heureux. C'est pas possible. Alors, quelle perspective face à ça? Renforcer le camp des travailleurs, diraient certains, et on en est bien d'accord. Renforcer le camp des révolutionnaires, des communistes, des internationalistes, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on défend, y compris la perspective du pôle des révolutionnaires. Alors on a proposé aux camarades de lutte ouvrière de faire des listes communes. Ils ont considéré que ce n'était pas opportun. On le regrette. Par contre, évidemment, partout où nous ne serons pas présents, on va se présenter, je pense, au final, autour de 20 à 26 villes au niveau national, ce qui est très bien, parce que ça veut dire bien plus de 1000 travailleurs, travailleuses et jeunes qui auront fait le choix de rejoindre des listes clairement ouvrières et révolutionnaires, et avec un discours qui est un discours d'affrontement à la bourgeoisie, au capitalisme et à toutes les oppressions. Mais dans tous les endroits et dans tous les coins dans lesquels on ne sera pas présent, eh ben on appellera à voter, évidemment, pour les camarades de lutte ouvrière. La question de l'unité du pôle des révolutionnaires est pour nous une question centrale. Il n'y a rien qui détermine le fait qu'on soit, on va dire, obligé, cantonné à la marginalité, y compris au niveau électoral. En 2002, au moment des présidentielles, la gauche révolutionnaire additionnée, la Ligue communiste révolutionnaire, Lutte ouvrière et le PT, était aux alentours, Parti des travailleurs, était aux alentours des 10%. La situation s'est améliorée depuis 2002? Pas vraiment. La question, elle est aujourd'hui de porter effectivement la question de cette perspective et de la porter de manière militante. Et c'est avec ça que je veux terminer. En fait, il n'y a pas de refuge possible en système capitaliste. On pourrait imaginer une île, le capitalisme, il est mondialisé. Et quand on dit une indépendance de classe, aujourd'hui, il y a l'impérialisme dominant qui est les États-Unis, mais on n'oublie pas la Russie, la Chine, qui sont des impérialismes. Et c'est ces rivalités interimpérialistes qui accélèrent les éléments de confrontation, qui accélèrent les logiques de militarisation, qui accélèrent la marche à la guerre, et qui doit accélérer la construction de pôles révolutionnaires capables de faire face dans la classe ouvrière, dans la jeunesse et au niveau international. Il n'y aura pas de refuge. Les masques tombent. La nécessité d'affronter et d'y faire face est une question centrale. Avec les armes qui ont été celles aussi de l'histoire de l'internationalisme et du communisme révolutionnaire. Unité d'action, mais des limitations strictes lorsqu'il s'agit de l'État, lorsqu'il s'agit du capitalisme, lorsqu'il s'agit du patronat, lorsqu'il s'agit en fait de porter le discours du pouvoir des travailleurs et des travailleuses. Nous considérons que la question du pouvoir des travailleurs et des travailleuses reste
la question centrale, déterminante, et que c'est une question d'actualité, comme la question des révolutions. Il y a des explosions sociales, t'en as parlé, mais sans boussole de classe, sans stratégie révolutionnaire, sans organisation et des militants révolutionnaires, en réalité, ces explosions sociales aboutissent soit à leur contraire, soit à des défaites. La question de l'organisation est une question centrale. On veut utiliser les élections municipales aussi pour avancer dans cette direction, en discutant avec tous celles et tous ceux qui, là où ils bossent, là où ils vivent, là où ils étudient, parfois les trois à la fois, eh bien, mènent ces combats. Et évidemment, aujourd'hui, avec un groupe comme celui du NPR à Caen, c'est la possibilité de le faire de manière offensive, dynamique et en même temps extrêmement fidèle au programme de la révolution et du communisme. Merci à vous les camarades.